L'idée, c'est vraiment de décortiquer sa vision de la situation. Comment il lit les événements, quel parallèle historique il fait, sa lecture économique aussi, qui est très différente du discours ambiant, et puis bien sûr la stratégie qu'il propose pour son mouvement, la France insoumise. On va essayer de saisir un peu la logique d'ensemble de son propos, quoi. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet avec son diagnostic. Il dépeint le moment actuel comme vraiment exceptionnel. Il va jusqu'à le comparer à des tournants historiques majeurs. Il parle de 1788, juste avant la Révolution. Il pointe des similitudes, la crise de la dette, les inégalités qui explosent, et ce qu'il appelle le refus des élites de contribuer. Et il ne s'arrête pas là, il convoque aussi 1957. C'est le moment où la 4e République semblait complètement impuissante face à la guerre d'Algérie. Il suggère qu'aujourd'hui, on serait face à un blocage institutionnel un peu similaire qui appellerait un changement profond. Ces références, évidemment, elles ne sont pas neutres. Non, bien sûr. Elles servent à souligner la gravité de la situation telle qu'il l'aperçoit et à légitimer l'idée d'une rupture. Une rupture nécessaire, voire inévitable selon lui. Et pour lui, la mobilisation de ses sympathisants, qu'on a vu au meeting cet été sur Gaza ou sur d'autres sujets sociaux, c'est pas juste anecdotique, c'est un signal de conscience. C'est l'indice qu'il y a une attente très forte dans le pays. Et j'imagine que ces parallèles servent aussi à inscrire son action dans une sorte de continuité historique française, non? Ah oui, tout à fait. Il insiste énormément là-dessus, sur ce qu'il considère être la nature politique du peuple français. Un peuple forgé, selon lui, par l'engagement, par une passion pour l'égalité. C'est vraiment l'héritage révolutionnaire, républicain qu'il met en avant. Mais il ne fait pas un portrait idyllique non plus. Il souligne une tension constante. Oui, une tension qu'il juge fondamentale entre cet idéal d'égalité universaliste et les forces qui s'y opposent. Et au premier rang de ces forces, il met le racisme. Pour lui, c'est une construction idéologique qui vise spécifiquement à casser cet idéal égalitaire. Il emploie des mots très forts d'ailleurs. Il va jusqu'à dire que l'exacerbation des tensions raciales, et il cite des événements précis, la chasse aux nègres en creux, ce sont ses termes, ce serait le bilan fondamental du macronisme. Il faut préciser ici qu'on rapporte ses propos, bien sûr, sans les endosser. D'accord. Au-delà de cette lecture historique et sociale, sa critique de la gestion politique institutionnelle, elle est particulièrement dure. Il parle de chaos, et il y a un point qui semble vraiment le préoccuper, c'est la Nouvelle-Calédonie, ou Kanaki, comme il dit. Oui, il y consacre un long moment. Il conteste très fortement les conditions dans lesquelles s'est tenu le 3e référendum sur l'indépendance. C'était en pleine pandémie de Covid, hein. Et il rappelle que les indépendantistes kanaks avaient demandé le report à cause des nombreux deuils liés à l'épidémie dans leur communauté. Maintenir ce vote, pour lui, ça a complètement vicié le processus démocratique. Et sa critique va plus loin, elle porte aussi sur l'accord politique qui a suivi ce référendum. Exactement. Il dénonce l'accord d'État associé. Il dit qu'il a été négocié et signé alors que le leader du FLNKS, le principal mouvement indépendantiste, était absent, car emprisonné à ce moment-là. Et plus fondamentalement encore, il affirme que le texte final fait disparaître la référence même au peuple kanak. Pour lui, c'est une rupture majeure avec l'esprit des accords précédents qui visaient une décolonisation concertée. C'est une critique très précise, mais on sent qu'il l'utilise pour poser une question plus générale sur l'évolution de l'État français lui-même. Précisément, il regarde les statuts très différents des territoires d'outre-mer, il regarde la Corse, où les nationalistes sont majoritaires, et il décrit une tendance de fond. Il parle d'évolution fédérale de fait, une sorte d'évolution rampante qui n'a jamais été vraiment débattue. Et du coup, sa question, elle est très directe. Qui a décidé? Voilà. C'est ça. Il conteste la légitimité du pouvoir actuel à engager ce genre de transformation de la République traditionnellement une et indivisible, sans un vrai débat national, sans une décision démocratique claire. Et plus largement, il dénonce ce qu'il appelle une décadence de l'idée républicaine, de l'autorité de l'État. Il donne l'exemple des députés de son groupe convoqués par la police pour leurs opinions politiques. Pour lui, c'est une atteinte grave à la séparation des pouvoirs, à la liberté d'expression des élus. Donc c'est une vision assez sombre de l'état des institutions qui nous livre. Après ce tableau institutionnel, politique, il passe à l'économie. Et là aussi, son analyse est très critique, voire en rupture totale avec le discours habituel. C'est frappant. Il balaie complètement l'idée d'une crise financière imminente agitée par le gouvernement. Ah oui, complètement. Pour lui, cet alarmisme, c'est une construction politique. Il dit la dette publique, en réalité, elle roule, c'est-à-dire qu'on réemprunte sans cesse pour rembourser les anciennes dettes. Personne, selon lui, ne rembourse le principal et ça ne pose pas de problème majeur tant que la confiance est là.
Il ajoute qu'une part importante de cette dette, à peu près 20%, est détenue par la BCE, la Banque centrale européenne, suite au plan de soutien Covid. Et il suggère que cette part-là, on pourrait tout simplement l'annuler ou la transformer en dette perpétuelle à taux zéro. L'annuler? Comment il justifie cette idée, qui peut paraître un peu radicale? Son argument, tel qu'il le présente, c'est que la BCE peut créer de la monnaie. C'est ce qu'elle a fait pour acheter ses dettes. Donc, annuler cette créance qu'elle détient sur les États, ce serait techniquement possible. Et selon lui, ça n'aurait pas d'impact inflationniste majeur, puisque l'argent a déjà été injecté par le passé. Bon, c'est une position hétérodoxe, clairement, mais il la défend. Et il minimise aussi beaucoup l'impact de la hausse des taux d'intérêt, ce qui va un peu à contre-courant. Il parle de variations infimes, des points de base après la virgule. Oui, il donne des exemples de variations très très faibles, genre 0,05% sur les taux auxquels la France emprunte. Il dit que ça ne justifie absolument pas la panique qu'on essaye de créer. D'ailleurs, il rappelle que la demande pour la dette française reste énorme sur les marchés. Il cite une adjudication récente, l'État cherchait 13 milliards, les investisseurs en ont proposé 130, 10 fois plus. Et comment il relie ça, cette minimisation du risque, à la stratégie du gouvernement? C'est quoi l'objectif selon Mélenchon? L'accusation est très claire. Il pense que le gouvernement, et notamment le duo Macron-Bayrou, crée l'ambiance de la catastrophe pour deux raisons. D'une part, justifier l'austérité budgétaire, les coupes annoncées. D'autre part, et c'est le plus grave selon lui, préparer le terrain pour une éventuelle intervention des marchés financiers ou du FMI, qui viendrait dicter leur politique économique à la France, un peu comme en Grèce ou en Italie avec la Troïka. Et cet appel à l'aide au marché pour contourner la démocratie, il qualifie ça de trahison. Il va même jusqu'à dire, chiffre à l'appui d'après lui, que les marchés ont été moins nerveux après des succès de la gauche qu'après certaines décisions de Macron. Oui, c'est un argument un peu paradoxal qu'il avance. Il dit que les taux d'intérêt auraient moins bougé après l'élection de la NUPES en 2022 ou après les motions de censure qu'après l'annonce de la dissolution par Macron en 2024 ou l'annonce du vote de confiance par Bayrou. Il affirme aussi que le FMI, de toute façon, vu la taille de l'économie française, n'aurait pas les moyens d'imposer un plan de sauvetage massif comme il a pu le faire ailleurs. D'accord. Au-delà de cette question de la dette et des marchés, il fait un bilan très noir des politiques économiques menées ces dernières années. Oui, il critique très fortement ce qu'il voit comme les effets du libéralisme. Il pointe par exemple une baisse de la productivité du travail en France. Attends, cette histoire de productivité liée à l'apprentissage massif qu'il critique, c'est un peu contre-intuitif, non? On présente souvent l'apprentissage comme une bonne chose. Comment il explique ça? Alors, son argument, c'est que l'explosion des contrats d'apprentissage, qui sont souvent sur des postes peu qualifiés et très subventionnés par l'État, ça gonfle artificiellement les chiffres de l'emploi. Un apprenti compte comme un actif. Mais ça n'augmente pas forcément la production de richesse réelle dans les mêmes proportions. D'où, statistiquement, une baisse de la productivité par heure travaillée. C'est son analyse spécifique. D'accord. Et il y a d'autres points dans ce bilan économique et social? Oui, il mentionne la chute de la natalité, qui l'inquiète beaucoup. Il l'attribue pas à des raisons culturelles, mais socio-économiques. Le manque de perspectives pour les jeunes, la crise du logement, le manque de crèches, la dégradation des services publics. Tout ça rendrait plus difficile de faire des enfants. Il dénonce aussi les coupes budgétaires à répétition. Il parle de 40 milliards d'économies récentes ou gelées, qui, selon lui, plombent l'activité et les services publics. Il évoque aussi des choses plus concrètes du quotidien, on dirait. Oui, il parle des fermetures de commerces de proximité, les coiffeurs, les bistrots. Pour lui, c'est un symptôme direct de la baisse de la consommation des ménages populaires qui sont étranglés par l'inflation, par la stagnation des salaires. Et d'ailleurs, cette baisse de consommation, ça fait aussi baisser les recettes de TVA pour l'État. Donc ça aggrave le déficit qu'on prétend combattre par l'austérité. C'est un cercle vicieux, selon lui. Et le bilan social qui en découle est particulièrement sombre dans sa description. Très sombre, oui. Il avance des chiffres, 1 million de pauvres en plus depuis 2017, 300 000 personnes sans abri. Il parle d'une crise aiguë du logement qu'il lie directement à l'effondrement de la construction de logements sociaux. Donc pour lui, tout ça, c'est la conséquence directe de ce modèle économique libéral qui juge à bout de souffle. Un modèle qui serait même remis en cause, selon lui, jusqu'aux États-Unis, qui réintroduisent du protectionnisme, de la politique industrielle. Alors, face à cet échec qu'il diagnostique, quelle est l'alternative qu'il propose? C'est là qu'intervient ce concept de planification écologique. Exactement, c'est vraiment le cœur de sa proposition alternative. L'idée en apparence est simple. L'État doit fixer des objectifs clairs, ambitieux, à long terme, pour la transition écologique et sociale.
Et ensuite, utiliser tous les leviers possibles, la commande publique, la réglementation, l'investissement, la formation, pour atteindre ces objectifs. Il donne des exemples très concrets pour illustrer ça. Comme par exemple, La rénovation thermique massive de tous les bâtiments, les fameuses passoires thermiques, le déploiement accéléré des énergies renouvelables. Il parle de couvrir tous les toits, tous les parkings de panneaux photovoltaïques, d'installer des hydroliennes dans les fleuves, ou encore garantir une alimentation saine, bio et locale pour tous, en généralisant la gratuité des cantines scolaires, approvisionnées en circuit court. l'idée c'est de réorienter complètement l'économie en fait. Mais c'est ça. Sortir de la logique de court terme, les marchés financiers, pour donner de la visibilité, des perspectives à long terme aux entreprises, y compris aux PME, qui, selon lui, souffrent beaucoup de l'instabilité actuelle. Dans sa vision, cette planification permettrait de créer massivement des emplois qualifiés, non délocalisables, ce qui implique aussi un grand plan de formation professionnelle. Pour montrer que c'est possible, il prend souvent l'exemple historique de la généralisation du téléphone en France dans les années 70. C'était un plan très volontariste de l'État. Et il insiste sur le fait que cette idée de planification, de visibilité, ça pourrait même séduire une partie du patronat, notamment les PME et les entreprises et secteurs stratégiques. Alors, une fois qu'on a ce constat et cette alternative, comment on passe à l'action? Quelle est la feuille de route? Parce qu'il détaille un calendrier très très précis pour la rentrée de septembre 2025. Oui, un calendrier qui est pensé comme une montée en puissance étape par étape. Tout commence le 8 septembre avec le vote de confiance que doit demander le Premier ministre François Bayrou. Un vote que Mélenchon et son groupe considèrent comme perdu d'avance pour le gouvernement parce qu'il n'a pas de majorité stable à l'Assemblée. Et dès le lendemain, le 9, une initiative politique forte de la France insoumise. C'est ça, le 9 septembre, LFI prévoit de déposer une motion de destitution du président de la République en utilisant l'article 68 de la Constitution. Même si les chances que ça aboutisse sont très faibles, politiquement, l'objectif est clair, pointer Macron comme le responsable numéro 1 de la crise et poser l'objectif de son départ. Ensuite, une journée clé, le 10 septembre, qui est plus axée sur la mobilisation citoyenne sociale. C'est l'appel le 10, on arrête tout, on bloque Macron. Il présente ça comme un appel qui vient d'assemblées citoyennes, de réseaux militants, mais que LFI soutient à fond. Et surtout, cet appel est relayé par des syndicats comme Solidaire et la CGT qui appellent à la grève générale ce jour-là. Partout où c'est possible, c'est la formule. L'idée, c'est vraiment de paralyser le pays pour montrer la force du refus. Et ce n'est qu'une première étape dans la mobilisation sociale qu'il imagine. Non, parce que le 18 septembre est présenté comme un acte 2. Avec cette fois un appel intersyndical plus large à des grèves et des manifestations partout en France. Et enfin, il y a le 22 septembre. C'est la date à laquelle la France est censée, suite à une promesse de Macron, reconnaître officiellement l'État de Palestine à l'ONU. Mélenchon présente cette reconnaissance, si elle a bien lieu, comme une première victoire obtenue grâce à la pression populaire et militante sur ce sujet. Donc une stratégie qui combine l'action au Parlement et la mobilisation dans la rue? Quel rôle LFI se donne dans ce calendrier? Il ne s'agit pas de tout diriger d'en haut, si je comprends bien. C'est ce qu'il affirme, oui. Il décrit le rôle de LFI non pas comme une avant-garde qui dicte la marche à suivre, mais plutôt comme un catalyseur. Il utilise l'expression « aider chaque étape à s'installer ». L'objectif, c'est de favoriser ce qu'il appelle la transcroissance des luttes. Transcroissance, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ça? C'est l'idée que les différentes mobilisations sociales, syndicales, politiques, citoyennes, elles se nourrissent les unes les autres, elles s'amplifient mutuellement et elles finissent par converger vers un objectif politique commun. Par exemple, une grève pour les salaires peut prendre une dimension plus politique si elle s'inscrit dans un mouvement plus large qui conteste le pouvoir en place. LFI se voit comme un outil pour faciliter cette convergence. D'ailleurs, il explique que l'appel précoce à la grève générale, lancé par LFI dès l'été, visait à mettre le feu à la plaine, c'est son expression, c'est-à-dire à encourager les syndicats qui discutaient déjà entre eux en leur montrant qu'une force politique majeure soutenait cette perspective. Et l'objectif final de toute cette séquence, ce n'est pas juste de faire tomber le gouvernement Bayrou ou d'obtenir une dissolution de l'Assemblée. 2024 n'a rien clarifié et n'a pas respecté le vote populaire qui avait mis la NUPES en tête à gauche en 2022. Il rejette aussi par avance toute idée de gouvernement de coalition, d'union nationale. Il fait remarquer avec ironie que ces scénarios excluent toujours LFI, sans LFI, évidemment, dit-il. Donc, pas question d'un simple remaniement ou de nouvelles législatives pour LFI. Quelle est l'issue qu'il vise alors?
La position est très tranchée. Nous ne soutiendrons aucun autre gouvernement que le nôtre. L'objectif affiché est donc beaucoup plus radical. Obtenir le départ d'Emmanuel Macron avant la fin de son mandat. Il lance même qu'ils s'en aillent tous en reprenant un slogan des révolutions citoyennes d'Amérique latine et provoquer comme ça une élection présidentielle anticipée. C'est ce moment électoral qui est vu comme l'arbitrage suprême. Celui où le pays devra choisir entre continuer avec le modèle libéral ou bifurquer vers la planification écologique et sociale qu'il propose. Et tout au long de cette stratégie, de ce discours, l'appel au peuple à l'action citoyenne est absolument constant, n'est-ce pas? C'est le moteur de tout. C'est totalement central, oui. Il martèle sa confiance dans l'intelligence collective, dans la capacité du peuple à s'organiser, à agir massivement. Et il ne se contente pas d'appeler aux formes classiques de mobilisation. C'est-à-dire, quoi d'autre? Bien sûr, il encourage à aller aux manifestations, à faire grève, mais il relaie et encourage aussi des formes d'action plus décentralisées, parfois plus symboliques. Par exemple, il suggère d'organiser des pots de départ pour François Bayrou devant les mairies le soir du 10 septembre, si son gouvernement tombe. Il appuie l'idée d'une grève de la consommation ce même jour, pour toucher l'économie autrement et affirmer le pouvoir populaire. Il insiste aussi beaucoup sur l'importance de s'inscrire massivement sur les listes électorales, parce que l'objectif final, ça reste quand même une victoire dans les urnes. Et il y a aussi cet appel à l'auto-organisation dont tu parlais. En France, des assemblées citoyennes, des comités locaux, pour que les gens débattent entre eux, décident de leurs actions, organisent les choses eux-mêmes, sans attendre des consignes venues d'en haut. C'est une critique en creux des appareils politiques et syndicaux traditionnels. Mais c'est aussi une réponse à ce qu'il perçoit comme un dénigrement systématique de ces mobilisations par une partie des médias. Il cite, avec ironie, un titre de presse qui parlait de la gauche en désordre de bataille juste après un appel unitaire de plusieurs forces de gauche à la mobilisation du 10. Cette foi dans l'auto-organisation populaire, c'est vraiment au cœur de sa vision de la révolution citoyenne. Bon, si on essaye de synthétiser un peu tout ça. Cette conférence de Jean-Luc Mélenchon, elle dresse vraiment le portrait d'une France qu'il juge à un point de bascule, confrontée à une accumulation de crises sociales, économiques, institutionnelles, écologiques, et même une crise de l'identité républicaine, selon lui. Et toutes ces crises, il les impute directement aux politiques libérales menées depuis des années et incarnées pour lui au plus haut point par Emmanuel Macron. Absolument. Et face à ce diagnostic très dur, son discours est un appel très clair à une rupture fondamentale. Une rupture qui passerait par l'adoption d'un modèle économique complètement différent, celui de la planification écologique, en opposition frontale à l'austérité et au libre-échange. Et cette rupture, dans sa vision, elle ne peut arriver que si elle est portée par une mobilisation populaire massive, déterminée et qui prend des formes très variées. Et il ne se contente pas d'un appel général, il propose un calendrier d'action très précis, une stratégie de confrontation qui est complètement assumée. L'objectif, c'est pas de négocier à la marge, c'est vraiment de créer un rapport de force tel qu'il conduise à un changement de régime politique. Pas par la force brute, mais en rendant inévitable une élection présidentielle anticipée où les citoyens seraient appelés à choisir entre deux visions radicalement différentes de l'avenir. C'est exactement ça. Et au-delà de la cohérence, de la force de conviction qui se dégage de cette analyse, de cette stratégie très articulée, ça soulève forcément une question fondamentale. Dans quelle mesure la société française, dans toute sa complexité, sa diversité, ses préoccupations parfois contradictoires, est-elle vraiment prête à s'engager massivement dans cette voie de la confrontation politique, de la mobilisation sociale prolongée qu'il dessine? Comment ces parallèles historiques qu'il fait avec 1788 ou 1957, qui sont des moments de bascule indéniables, comment est-ce qu'ils résonnent réellement avec la perception qu'ont les citoyens aujourd'hui de la gravité de la situation et des solutions possibles? Ça nous laisse avec une interrogation plus large sur la capacité des discours politiques, même les plus structurés, à transformer ce qu'il appelle une tension de conscience un peu diffuse en une vraie force d'action collective. Une force assez puissante, assez unifiée pour provoquer les ruptures profondes qu'ils appellent de leur vœu.